Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Après le Koweït et le Royaume d'Arabie Saoudite, le président de la République, chef de l'État, était samedi dernier à Paris, en France, où il a accordé 2 audiences. Il s'est d'abord entretenu avec le président directeur général du groupe Bolloré. La construction du réseau ferroviaire Cotonou-Niamey était au centre de cette audience. Vincent Bolloré. C'est un projet qui est dans les esprits depuis longtemps et que nous voulons maintenant transformer en une réalité, qui est une liaison ferroviaire qui parte de Niamey et qui arrive à Cotonou. Le chef de l'État a fixé des caps extrêmement précis puisque nous devons faire le démarrage du travail le 10 janvier prochain, donc dans moins d'1 mois, et nous devons pour le 7 avril 2014 faire le début de l'inauguration, c'est-à-dire la gare de Niamey, et un chemin de fer qui commence à avancer pour s'approcher de la ligne qui va jusqu'à Cotonou. Et nous allons essayer de faire l'ensemble de ce travail sur une période assez rapide, puisque c'est pratiquement 2 ans qui est ce qui a été fixé. Alors, comme vous savez, notre groupe gère déjà des chemins de fer et beaucoup de ports. Nous sommes le plus gros investisseur sur le continent africain. Nous faisons partie des 500 premiers groupes mondiaux. Nous aimons beaucoup le Niger et l'Afrique en général. Alors c'est un projet passionnant parce que c'est un projet qui n'est pas que sur des marchandises. Notre idée n'est pas de faire que des marchandises, ça n'intéresse pas les gens. On veut permettre aux gens de se déplacer, on veut en profiter pour mettre de la fibre et donc de fournir du net avec des débits importants aux populations qui se trouvent sur le parcours. On veut également utiliser nos nouvelles technologies qui sont des batteries très performantes pour utiliser le soleil, qui est une grande richesse, c'est vous, et le transformer en électricité, en eau potable. On va appeler tout ça la ligne bleue, et on va faire une première mondiale. Au lieu que la première mondiale ait lieu à Hong Kong, ou à Singapour, ou à New York, on va la faire chez vous. Et que les populations puissent en profiter. Alors évidemment, ça a l'air d'un pari complètement fou furieux, mais vous savez, quand on a installé en Île-de-France des voitures électriques, tout le monde également pensait que c'était quelque chose qui ne marcherait pas. On a maintenant 110 000 abonnés, on a 250 000 utilisations par mois, et les gens d'Île-de-France commencent à se rendre compte que de louer des voitures électriques, c'est formidable. On a ouvert Lyon, on va ouvrir Bordeaux le 9 janvier. Et donc c'est ça ce qu'on veut faire au Niger, c'est une première mondiale. On va essayer d'ailleurs de le montrer partout, on aura besoin des gens des médias pour montrer que voilà, il y a des choses qui se passent dans votre pays et que c'est intéressant. Alors est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir? Après vous pouvez faire les paris, mais en tout cas on va faire tous les efforts pour y arriver. À Paris, en France, toujours, la deuxième audience, le président de la République, Issoufou Mahamadou, l'a accordé au président directeur général du groupe Areva, Luc Ursel. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, prend part depuis ce mardi à Bruxelles, en Belgique, à la 8e édition des Journées européennes placées cette année sous le thème Vision pour l'agenda post-2013. Cette édition a vu la présence de la présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, des premiers ministres du Cap-Vert et de la Jamaïque, mais également du président de la Commission européenne et de la présidente de l'Union africaine. À cette occasion, le président de la République a prononcé un important discours relatif au thème de cette édition. Le président de la République, Issoufou Mahamadou. Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président Barroso, pour l'invitation qui m'a été adressée comme à Varsovie en décembre 2011 de participer une fois de plus à la présente édition des Journées européennes de développement. Les Journées européennes de développement sont pour nos pays des tribunes d'échange sur nos expériences dans la mise en œuvre de nos politiques de développement.
Bientôt, nous ferons le point des engagements que nous avons pris en 2000 au sommet de Monterrey, à l'issue duquel nous avons adopté des décisions déterminantes pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous nourrissons alors le grand dessein d'utiliser les outils de la coopération et de la solidarité internationale pour apporter des solutions durables à nos lancinants problèmes de développement. Et c'est pour donner à nos engagements un contenu concret que nous nous sommes fixés des objectifs de développement pour le millénaire qui s'ouvrait. Les OMD ont été conçus et élaborés dans ce contexte d'espoir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme le secrétaire général des Nations Unies le reconnaît, je cite, « Dans le monde entier, partout où notre regard se pose, les objectifs du millénaire ont conduit au succès, mais non au succès total. » Fin de citation. En effet, certains pays ont déjà atteint les cibles relatives à la réduction de la pauvreté, l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'amélioration de la vie des habitants les plus pauvres et la parité entre les sexes dans les écoles primaires. En même temps, le secrétaire général admet que ces résultats sont mitigés. Il importe donc que la communauté internationale se mobilise davantage pour la période post-2015. Au Niger, nous observons les mêmes tendances qui mettent en évidence l'amélioration de certains indicateurs tels que la baisse de la proportion de personnes sous-alimentées de 26% à 12,5% entre 2008 et 2012, ce qui nous a valu une distinction de la FAO. Nous notons également la baisse de la mortalité infantile de 198 pour 1000 en 2006 à 127 pour 1000 en 2012 contre un objectif de 106 pour 1000 pour 2015. Nous notons également la baisse de la mortalité maternelle de 6,48 pour 1000 en 2006 à 5,35 pour 1000 en 2012. Nous notons également la baisse de la proportion des pauvres de 59% en 2008 à 48,2% en 2011. En dépit des avancées enregistrées, ces taux restent élevés et la situation reste toujours préoccupante. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les défis sont importants. C'est pourquoi les objectifs que nous devrons nous fixer pour les années post-2015 doivent être à la hauteur de nos ambitions, à savoir l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités au sein de nos pays et entre les pays, la création des conditions d'émergence d'une classe moyenne en vue de permettre une stabilité politique, économique et sociale, la consolidation de l'intégration économique régionale et sous-régionale comme tremplin pour la création de vastes zones de développement économique et social. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'actualité récente du Sahel et du Sahara est là pour nous rappeler l'articulation indispensable à établir entre sécurité et développement. Dans ce sens, nos choix pour les années post-2015 doivent intégrer désormais la sécurité comme un des piliers du développement. À cet égard, je voudrais saluer la nouvelle stratégie, la nouvelle initiative de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, qui bénéficie de l'engagement sans faille de tous les partenaires de nos pays, notamment de l'Union européenne. Nous sommes en droit de fonder beaucoup d'espoir sur l'appui indispensable qui nous sera apporté pour soutenir les solutions durables aux problèmes du Sahel et du Sahara. Il nous faut aussi poursuivre et amplifier les investissements orientés vers les infrastructures, l'agro-industrie, l'éducation, la santé et l'accès à l'eau pour les populations. Nous pourrions ainsi asseoir les conditions d'une croissance forte et durable. De tels choix ont l'avantage d'offrir aux jeunes des emplois, en évitant ainsi
Les drames auxquels nous assistons assez souvent, tels celui de Lampedusa, ou plus récemment encore celui intervenu dans le Sahara nigérien, où 92 de nos concitoyens ont perdu la vie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ces drames nous renvoient au débat en cours avec l'Union européenne sur les accords de partenariat économique, notamment s'agissant de l'ouverture des marchés. Si celle-ci s'effectue dans des domaines où nos pays n'ont pas d'avantage comparatif, ces drames vont s'amplifier du fait de l'obstacle qu'elles constituent pour l'industrialisation et donc pour la création d'emplois pour nos jeunes. Les accords de partenariat économique ne doivent pas compromettre l'industrialisation des États ACP qui sont tentés aujourd'hui, de leur côté, d'ouvrir un autre débat s'agissant de l'ouverture du marché du travail. Un compromis équilibré est donc indispensable entre l'Union européenne et les ACP. Le programme des APE pour le développement doit en particulier retenir également toute notre attention. Il nous faut aussi imaginer des opportunités de financement innovants pour renforcer l'aide publique au développement et les investissements directs étrangers. L'aide publique au développement, comme vous le savez, ne fait pas partie des problèmes. L'aide publique au développement fait partie de la solution. Par ailleurs, l'institution d'une taxe sur les transactions financières spéculatives serait un moyen appréciable de mobilisation des ressources au profit des pays en développement. En outre, les institutions financières internationales, comme elles l'ont annoncé, devraient ouvrir les possibilités d'accès à un endettement plus large en recourant aux guichets non concessionnels, mais dans des conditions de souplesse, contrairement aux pratiques actuelles et en mettant l'accent sur des projets intégrateurs. Je sais que des réflexions sont en cours et je tiens à saluer les contributions et les expertises produites par nos pays dans le cadre des ACP. Celles-ci fournissent de bonnes appréciations et des méthodes d'approche nous permettant d'affiner nos démarches de mobilisation de ressources pour l'avenir. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais relever, pour m'en féliciter, l'excellent partenariat qui nous unit depuis plusieurs décennies. Restons à Bruxelles avec le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Il a, dans son intervention, précisé les objectifs de ces journées européennes de 2013. Les premières journées du développement, nous poursuivons deux objectifs fondamentaux. Rendre notre aide au développement plus efficace et plus axée sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, et mieux sensibiliser le public aux questions de coopération au développement. Nous avons également depuis toujours l'ambition plus vaste de construire un partenariat mondial renforcé, fondé sur la solidarité avec les populations les plus pauvres, ce qui suppose comme point de départ d'accepter que le monde du XXIe siècle est indéniablement interdépendant et voué à l'intégration. Je suis fier d'avoir vu ce partenariat prendre progressivement forme tout au long de la dernière décennie. Au niveau européen comme au niveau mondial, nous avons vu des gouvernements, la société civile, le secteur privé et de nombreux autres acteurs appuyer de tout leur poids la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement durable. À la Commission européenne, nous avons su conforter cette dynamique en usant les pouvoirs et aussi les fonds dont nous disposons. Rétrospectivement, nous constatons que cet élan a contribué au progrès décisif accompli vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs ont joué un rôle exceptionnel en plaçant la pauvreté au centre de l'attention mondiale. Ils ont donné aux efforts de développement une nouvelle envergure. Nous ne devons pas hésiter à affirmer que le monde doit énormément aux objectifs millénaires pour le développement. Pour preuve, la proportion de la population vivant avec moins de 1,25 $ par jour est tombée de 43% en 1990 à 22% en 2010. L'objectif de réduction de moitié du nombre de personnes vivant des conditions d'extrême pauvreté a donc été réalisé.
même si nous voulons toujours faire davantage. Parce que bien sûr, pour ceux qui sont encore dans des conditions d'extrême pauvreté, ces statistiques ne peuvent pas apporter du confort. Sur la même période, nous avons rempli l'objectif de réduire de moitié le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable, puisque 2 milliards de personnes supplémentaires en bénéficient désormais. Le taux d'inscription dans l'enseignement primaire dans les pays en développement a augmenté en moyenne de 90%. Les jeunes filles ayant à présent presque autant de chances d'être scolarisées que les garçons. Les enfants risquent beaucoup moins d'être frappés de maladies mortelles ou de malnutrition. Au niveau mondial, les infections liées au virus du sida continuent de reculer, tandis que l'accès aux médicaments antirétroviraux s'est considérablement étendu. Et là, il ne s'agit pas de simples statistiques. Ce sont de vies humaines et d'espoir dont nous parlons. Réaliser les objectifs du millénaire, cela veut dire moins de personnes qui se couchent le ventre vide, moins d'enfants qui meurent de maladies évitables et de plus en plus de personnes qui ont accès à l'eau potable et aux médicaments dont elles ont besoin. Il s'agit là d'accomplissements très importants sur le plan humain. L'Union européenne s'est engagée dès le départ sur la voie de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Au cours des 10 dernières années, en collaboration avec nos pays partenaires, nous avons aidé 70 millions de ménages supplémentaires à accéder à l'eau potable. Des professionnels de la santé qualifiés ont assisté 7,5 millions d'accouchements. Enfin, grâce à notre soutien, près de 14 millions de garçons et de filles supplémentaires vont à l'école primaire. De l'Éthiopie au Bénin, du Mozambique à la Côte d'Ivoire, j'ai pu constater in loco combien nos projets de développement ont changé en mieux le quotidien des plus pauvres. À chaque retour de l'une de ces visites, je suis encore plus fier de ce que l'aide européenne est en mesure d'apporter sur le terrain. C'est pourquoi je me suis toujours demandé qui a dit que l'aide au développement ne pouvait avoir aucun résultat tangible. Qui a dit que l'aide au développement ne devrait pas être plus vue comme prioritaire? Qui a dit qu'on n'aurait pas besoin de cette aide au développement